Bonjour, nous avons notre seul et unique panel pendant tout le sommet qui s'en vient. Trois grands experts, en fait, de notre communauté. Le modérateur, Tim Stubich, va présenter les trois membres. Moi, je profite de présenter Tim. Depuis qu'il est avec Canary au mois de mars 2021 comme directeur principal du développement des affaires, Tim s'engage dans l'établissement de partenariats avec les parties prenantes pour explorer et définir les nouvelles occasions d'affaires pour Canary et donner des recommandations pour améliorer les mises en place et l'exécution de nos programmes qui existent déjà, surtout en cybersécurité. Il est venu de MyText, où il a développé des stratégies pour renforcer des stages, en fait, d'affaires dans des domaines clés. Il avait aussi une carrière, en fait, une longue carrière au gouvernement fédéral, où il était directeur de développement, en fait, de stratégie de l'infrastructure numérique. En fait, c'est un programme de 2 milliards de dollars avec des contributions stratégiques en fait, aux différents organismes de recherche. En fait, surtout pour beaucoup de programmes. Tim, il nous connaît très bien, ingénieur de profession, il a un diplôme en génie mécanique, un MBA de l'Université de Manitoba. Tim vient d'Ottawa. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup, Catherine. C'est un honneur pour moi de modérer ce panel qui promet pour un groupe très estimé. Nous allons parler avec une question de l'état de la nation en fait sorte dans le secteur de l'éducation supérieure. Je ne vais pas perdre de temps. Je vais vous présenter tout de suite. Nous avons avec nous Barb Carrera, présidente directrice générale de Cybera, organisme sans but lucratif, responsable pour l'économie, la croissance économique par l'utilisation des technologies numériques. Elle fait aussi au travail dans les réseaux. Elle est chef de file reconnu dans le réseau national de recherche d'éducation, doctorat en recherche appliquée, modélisation des données. On le connaît depuis très longtemps. Barb a plus de 10 ans d'expérience dans l'analyse des données, les politiques sur les données. Donc, elle fait le pont entre la recherche et les domaines techniques. En fait, c'est essentiel. Cybera, elle a agi comme, en fait, promotrice de la donnée en Alberta. Elle a développé les politiques Cybera, y compris les programmes qui renforcent les positions de cybersécurité dans le domaine de l'éducation. Elles viennent avec nous de Calgary, Alberta. Bonjour, Barbara. Nous avons également Wincy Lam, vice-président associé, système universitaire, dirigeant principal de l'information, Université Victoria. Wincy Lam est vice-président du système universitaire et dirigeant principal de l'information de l'Université, stratégie des politiques, la gouvernance et les projets promettent dans les fonctions administratives et de recherche. Elle est aussi responsable la plateforme de nuages. En fait, elle siège au conseil de BCNet. En fait, l'organisation compose des services partagés aux 25 institutions. Le CUCHO, qui est un regroupement canadien de dirigeants. Elle est aussi de Victoria Foundation. Elle travaille en cybersécurité, en éducation, dans les fonctions présidente de BCNet, en fait, gestion de sécurité, les services de gestion de l'identité. Le comité permanent de cybersécurité du CUCHO et Compute Canada et le comité directeur est constatif en cybersécurité. Wency nous vient de Victoria, en Colombie-Britannique. Merci beaucoup, Wency. Et nous avons également Rasha Nasra,
responsable de la mobilisation de cybersécurité, secteur universitaire, Centre canadien pour la cybersécurité. Et un doctorat en éducation de l'Université Western, maîtrise en technologie pédagogique de l'Université Concordia. Avant son poste, elle a occupé diverses fonctions au CCC et direction d'une équipe chargée d'effectuer les vérifications stratégiques des cybermenaces. Avant, elle avait d'autres postes de gestion et académique. Le Poste Canada, l'Université Ryerson, Rachel nous vient d'Ottawa en Ontario. La structure de la présentation du panel sera la suivante. Nous allons demander un tour de rôle dans les perspectives qui vont aller, en fait, d'être chef de l'information, Barb, avec un partenaire de Warren, et les perspectives de la fédération, du gouvernement fédéral avec NASA, qui va parler l'engagement avec la communauté universitaire de recherche. Chaque membre du panel va donner un aperçu, un survol des initiatives qui seront disponibles à l'écosystème. Après cela, nous allons faire un dialogue sur les défis, les opportunités dans le secteur. Et on va explorer comment on pourra collaborer pour renforcer les capacités en cybersécurité à travers le secteur. J'aurai des questions déjà de préparer dans le dialogue, mais je vous encourage à afficher vos questions qui vous viennent à l'esprit. Pour commencer la présentation, je vais céder la parole à Wency Lum. Bonjour Wency. Merci beaucoup Tim. Bonjour à tous. Je suis content de voir autant de personnes ici ensemble. C'est un rassemblement virtuel. Je suis très reconnaissant de l'occasion de partager mes perspectives. En fait, chef de l'information dans une université canadienne, l'Université de Victoria. Même avec l'importance, en fait, les talents, tous les talents dans la cybersécurité, le chef de l'information joue un rôle essentiel. En fait, comme chef de file en technologie et en affaires, on peut vous aider. On peut préparer un programme pour gérer la cybersécurité, les cyberrisques, les technologies, pour créer une habilitation, une mobilisation de ressources pour répondre à ce problème de cybersécurité. Je vais parler un peu de l'Université Victoria, notre présence. Nous sommes une université de recherche moyenne envergure, ça veut dire 22 000 étudiants, une inscription en premier cycle, deuxième cycle, de 5 000 en fait personnel, professorat, bibliothécaire, avec un budget de 450 millions de dollars pour l'université. Mes fonctions comme chef de l'information, comme responsable de la technologie, moi je suis responsable. On fait le calcul, l'informatique pour soutenir la recherche universitaire. Et nous opérons dans un modèle très décentralisé, très hétérogène. J'ai 146 personnes dans mon équipe en informatique, y compris 40 étudiants aussi. Moi, mon équipe en cybersécurité, c'est de 8 personnes. Globalement, l'informatique fait 4 de notre budget. Donc, c'est des ressources quand même assez modestes, mais comment est-ce qu'on peut répondre à ce problème comme la cybersécurité? Et la réponse, ça vient dans nos actifs dans la communauté. Notre capacité comme chef de l'information, d'établir des rapports avec des experts à travers le secteur pour la collaboration, partage d'expertise et aussi les solutions possibles éventuellement. C'est un grand honneur pour moi d'être là. Je travaille dans l'écosystème, en fait, une réseau nationale, des chefs, des technologues, en fait, engagés. On travaille ensemble et très souvent, et depuis des années, on travaille. Et le communauté culture, le conseil des chefs de l'information dans les universités. Nous avons aussi le comité permanent sur la cybernétique, en fait, les chefs de l'information, qui représentent les initiatives en cybersécurité. Et nos CISO, directeurs de sécurité, les professionnels. En fait, nous les avons rassemblés dans un groupe d'intérêt spécial. Nous avons dans ce protocole pour le partage de données, en fait, un protocole pour les phares de circulation, pour partager les renseignements sur les menaces, en fait, entre les organismes, entre nos différentes instances. Et par cette communauté de chefs de l'informatique, en fait, il y a le benchmark BitSight.
ce qui a été dirigé par Brian Lesser, chef de l'information à Ryerson, et ce qui est devenu, en fait, un programme national. Le message clé, c'est sûr que les universités ne travaillent pas seules. Ils ont un écosystème. Et l'écosystème, et c'est le réseau national en Canaries, c'est-à-dire la nouvelle alliance maintenant. Pour moi, on parle BCNet, et c'est notre réseau, en fait, pour les services partagés. Les chefs de l'informatique ont l'influence. En fait, à l'extérieur de nos organismes, donc je peux jouer un rôle à BCNet par le conseil d'administration pour mettre l'accent sur la cybersécurité et solutions pour chaque secteur, comme chez Canary. C'est sûr, vous allez entendre du bruit de fond, il y a des camions derrière moi. En fait, quand j'aurai terminé, je pense que nous sommes arrivés à un moment clé parce que Canary est arrivé comme chef national en cybersécurité et le programme d'initiative qui a été lancé. Je suis très content de faire partie de l'équipe qui aide en fait avec les défis. Donc, nous allons aussi pour le contexte des universités et développer en fait une réponse, les meilleurs secteurs dans le secteur, faire des investissements intelligents. Maintenant, avant que le camion arrive, je me mets en sourdine tout de suite. Merci beaucoup, Wency. Vous avez mentionné le RNRE et Barb. C'est une bonne transition, nonobstant le camion de vidange. Je vais maintenant céder la parole à Barb. Très bien, merci. Wency, c'était une transition parfaite pour mon sujet sur les atouts et les forces du RNRE. Durant le jour 1 du sommet, Charles Finley a parlé des principes de la bonne collaboration, fondés sur le concept de confiance, transparence et d'objectifs clairs et communs. Quand je pense à la force du Réseau national de recherche et d'éducation et de nos établissements, notre atout principal, c'est le travail avec la communauté. Wendy en a parlé avec l'organisation à laquelle elle appartient. N'oubliez pas que les organisations menées par les membres, nous voulons favoriser les relations avec les différents membres, mais nous voulons offrir des opportunités avec les institutions membres de notre communauté. Quand nous travaillons sur le terrain, et nous voulons établir un système de cybersécurité, nous créons des opportunités comme des partenaires à la table pour que les opportunités soient valorisées, déployées, utilisées afin de résoudre des problèmes dans l'avenir. Le RNRE est bien positionné pour faire avancer les opportunités auprès des membres pour garantir l'engagement et que les membres profitent des opportunités alors qu'elles se rendent dans la structure fédérée. Aussi, du point de vue des membres et des différents aspects apportés à la table, nous sommes capables de croître au cours des 25 dernières années et nous opérons dans un réseau engagé. C'est la force de la technologie par rapport à ce que nous créons, la cybersécurité. Nous avons cette expertise pour gérer la plateforme technologique dans l'ensemble du système. Quand on pense aux structures nationales et les différences un peu partout au pays, pour le faire de façon collective afin de redonner de la valeur aux membres. Quand nous pensons, encore une fois, à la façon dont nous utilisons la technologie qui sert de fondement, nous voulons utiliser l'expertise en réseau pour regarder l'enjeu de la cybersécurité. Comment investir là-dedans? D'un point de vue des membres, nous venons à la table. Nous avons mis en place une équipe d'analystes en cybersécurité partout au pays pour échafauder nos efforts sur la technologie. Je veux aussi parler de la force de la structure du RNRE en soi. La structure du RNRE, c'est que nous rassemblons, nous sommes 14 leaders partout au pays. Nous avons des membres qui diffèrent en termes de taille et de modèle, mais nous nous réunissons avec le même objectif et le même engagement. Nous voulons travailler ensemble en collaboration pour surmonter les défis de cybersécurité au profit des institutions membres.
Notre force repose dans la diversité d'idées, d'expériences, afin de trouver de nouvelles opportunités pour travailler ensemble. L'objectif est de trouver les initiatives communes pour renforcer les personnes, les processus et les outils en réponse directe aux besoins des communautés. Nous avons une bonne boucle de rétroaction quant à la collaboration dans tout le système. Tim, je vous recède la parole. Merci beaucoup, Barb. Je pense que le camion de vidange de Wincy interfère un peu avec votre son. C'était un peu saccadé, mais nous avons pu l'entendre. Je vais demander à Racha de donner un survol des activités offertes par le Centre canadien pour la cybersécurité. Je suis la chef de partenariat pour le secteur universitaire au Centre canadien pour la cybersécurité. Je suis content de pouvoir représenter le Centre pour la cybersécurité et de cette opportunité pour parler au sommet. Le rôle de l'équipe de partenariat au centre, c'est d'offrir des conseils et des services aux professionnels de la sécurité des TI et le secteur universitaire. Plusieurs d'entre vous. J'aimerais vous parler du Centre pour la cybersécurité en soi. C'est là où nous avons nos plus grands actifs. Il s'agit de services pour le système d'établissement de sécurité. C'est l'autorité en la matière de cybersécurité pour le gouvernement canadien et le centre principal d'aide pour le gouvernement du Canada, alors qu'il y a quand même d'autres sources pour ces services au gouvernement canadien. Le CCC a plusieurs années d'offrir des services conseils en sécurité au gouvernement canadien. En 2018, le service de DTI s'est amalgamé au Service partagé Canada et a créé le Centre canadien pour la cybersécurité, un peu comme on se tourne vers Environnement Canada pour un bulletin météorologique ou Santé Canada pour des renseignements sur le guide alimentaire. Le Centre canadien pour la cybersécurité s'occupe des questions de cybersécurité, mais je vais aussi vous partager ce que le centre n'est pas. Il peut y avoir de la confusion sur ce que nous faisons et ce que nous ne faisons pas. Nous ne sommes pas une instance réglementaire. Nous n'appliquons pas la loi. C'est la tâche de la GRC ou du corps policier local. Nous pouvons faire des liens entre une organisation victime et l'organisation policière pertinente. Nous n'appliquons pas la loi et nous ne sommes pas un média de nouvelles. Nous ne partageons pas de noms de personnes ou d'organisations qui nous signalent des incidents. Il fallait que je clarifie la situation. Le Centre pour la cybersécurité a rassemblé des experts de services partagés, sécurité publique et autres sous le même toit pour s'armer avec la stratégie du Canada pour la cybersécurité. C'est une transition pour une approche plus unifiée quant à la cybersécurité. Jusqu'au mois d'août 2019, nous étions sous la loi sur la défense nationale. Nous pouvons seulement offrir des conseils auprès du gouvernement canadien. Mais nous avons une nouvelle loi qui a été adoptée et nous pouvons maintenant offrir des services conseils à d'autres exploitants d'infrastructures importantes comme les établissements universitaires et les fournisseurs de services. Notez, il y a 16 secteurs d'infrastructures essentiels que nous soutenons. Le secteur universitaire en est un et je suis la responsable du secteur universitaire. Avec l'augmentation du mandat, nous devons protéger ces autres secteurs. Chaque secteur comporte ses particularités en cybersécurité. Chaque secteur a son propre environnement d'exploitation lorsque nous offrons des services conseils. Bien que les secteurs sont uniques et particuliers, vous avez peut-être constaté durant le sommet que les menaces pour l'ensemble de la communauté, peu importe le secteur, se ressemblent quand même. Le rançongiciel a été mentionné dans presque toutes les présentations et je vais en parler encore. J'ai tendance à entendre que parfois des personnes parlent du secteur universitaire comme étant distinct et que les personnes de l'extérieur
externes ne comprennent pas les besoins du secteur. Évidemment, le secteur universitaire est particulier, mais je ne pense pas que c'est tout à fait vrai. Je suis universitaire moi-même, bien que le secteur de la recherche et de l'éducation a ses propres défis. Il y a de la diversité semblable quant aux enjeux de sécurité ailleurs. Par exemple, si nous regardons le secteur du transport, un autre secteur pour lequel nous sommes responsables pour la sécurité de l'infrastructure ou la sécurité automobile, c'est l'automobile est différente du transport par rail, du transport aérien. Bien qu'il y a des défis particuliers dans ce secteur, ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas nous attaquer à ces défis ou que nous ne les comprenons pas et que nous ne pouvons pas collaborer pour trouver des solutions. Nous appuyons les besoins de cybersécurité du gouvernement canadien. Il y a beaucoup de diversité à cet égard avec les différents ministères, les différentes organisations gouvernementales. Il y a beaucoup de diversité. Nous avons aussi le mandat de soutenir les Canadiens que nous faisons par le site web CyberSafe. La mission et la vision du centre est de protéger les réseaux et les données canadiens, d'informer les Canadiens et les organisations canadiennes quant aux menaces et d'habiliter les établissements pour avoir la gestion de leur propre système en partenariat. Nous faisons un travail avec des priorités fédérales et des ressources substantielles. Nous avons beaucoup d'expertise à l'interne, surtout par la fusion des différentes organisations qui ont créé le Centre pour la cybersécurité. Et il y a une volonté d'utiliser ces atouts pour répondre aux besoins du secteur universitaire. Je vous cède la parole, Tim. Très bien, merci beaucoup, Racha. C'est très intéressant. Je vois qu'il y a déjà une certaine controverse. Permettez-moi de faire le point. Le Centre canadien pour la cybersécurité est relativement nouveau. Nous avons des universités qui ont plus d'un siècle. Vous avez un contexte un peu différent. Cependant, vous avez une perspective internationale. Que constatez-vous par rapport aux acteurs des États et les menaces de cybersécurité? Est-ce qu'il y a des choses que le secteur de l'éducation doit savoir? Wendy a mentionné que c'est un problème qui s'aggrave. Pouvez-vous nous donner une perspective internationale? Oui, tout à fait. Avant d'entreprendre ce rôle, mon équipe s'occupait de faire des évaluations de menaces. En 2020, le Centre a publié le rapport sur les cybermenaces. Tout le monde peut télécharger ce rapport. Il y avait une autre édition en 2018. C'est une lecture intéressante qui est conçue pour le public général. Voici les conclusions clés d'il y a un an. Le nombre de cyberattaques augmente et devient plus sophistiqué. La cybercriminalité et les rançongiciels vont viser des infrastructures critiques comme les universités et les attaques subventionnées par les États comme celle de la Chine et de l'Iran posent des risques stratégiques pour le Canada en menant de l'espionnage contre les entreprises canadiennes, les universités et le gouvernement pour voler de la propriété intellectuelle. Juste avant la publication du rapport sur l'évaluation sur la cybersécurité, nous avons publié un bulletin sur les rançongiciels et son évolution. Le Centre canadien pour la cybersécurité a regardé les rançongiciels qui vont cibler les grandes entreprises et des fournisseurs d'infrastructures critiques et des organisations de toutes les tailles. Plusieurs victimes canadiennes vont devoir acquiescer aux demandes de rançongiciels, étant donné les conséquences de refuser de payer la rançon. Nous pensons qu'il est presque certain que les cybercriminels vont augmenter leurs activités de rançongiciel et demander des plus grandes rançons de la part des victimes. Nous essayons de faire des prévisions pour les 12 prochains mois. Quelques mois après la publication du premier bulletin, nous avons dû publier une mise à jour sur le bulletin quant aux rançongiciels.
Normalement, ces campagnes ont des groupes de cybercriminalité avec des spécialisations et des ressources substantielles. Les campagnes ciblées de rançongiciel vont prendre les techniques de menaces avancées constantes subventionnées par les États. Nous voyons l'entrée initiale, l'établissement de persistance, reconnaissance de réseau, des déplacements latéraux. Nous avons aussi affirmé à l'époque que les entreprises, les organisations ciblées sont très diversifiées. C'est vaste. Nous voyons de l'activité de robots et aussi du ciblage MSP. La sélection de cibles se concentrait surtout sur un domaine particulier. Nous allons faire une mise à jour sous peu. Ce sera encore un bulletin sur les rançongiciels. Je n'ai pas encore vu le rapport. Je ne peux pas le citer mot à mot. Mais je sais qu'après un an et quelques années d'essayer de régler le problème au Canada et ailleurs, j'aimerais dire que les choses s'améliorent. Je suis assez certaine que le rapport va indiquer que les choses s'empirent avant de s'améliorer. Les rançongiciels et les logiciels malveillants sont des problèmes de sécurité nationale. Ça dépasse seulement la cybersécurité. Il y a de plus en plus de spécialisation. Nous voyons des changements de cible. Nous voyons des logiciels malveillants plus sophistiqués qui peuvent éviter la détection. Les mêmes technologies que nous utilisons pour défendre nos systèmes, l'automatisation, l'apprentissage machine et l'intelligence artificielle sont ciblées par les cybercriminels et sont utilisés par les cybercriminels parce qu'ils ne sont plus si dispendieux, ils sont facilement accessibles. Nous voyons des variantes de système. Il est possible d'exploiter certaines vulnérabilités en l'espace de quelques heures après l'avoir découvert. J'espère que ça vous donne une idée de ce qui se déroule en cybersécurité. D'une perspective internationale, ça pose des défis pour tout le monde. Merci, Rachel. C'est très encourageant de savoir que les choses vont s'empirer avant de s'améliorer. Eh bien, j'aimerais donner la chance à Wincy de commenter sur l'énoncé. Est-ce que l'enseignement supérieur est fondamentalement différent? Je pense qu'il y a des choses particulières dans le contexte de l'enseignement supérieur. Wincy, est-ce que vous pouvez en parler de votre point de vue? Merci, Tim. Je pense qu'il est valide de dire que l'enseignement supérieur a des aspects uniques, mais il y a quand même d'autres éléments communs parce que les gens sont au centre des enjeux de cybersécurité. Vous pouvez parler des aspects uniques en enseignement supérieur où nous avons des conseils des sénats dans les processus décisionnels. Je pense que c'est bien aussi d'avoir des étudiants qui font partie de nos structures de gouvernance. Mais si nous parlons de cybersécurité, mon plus grand défi en tant que chef de technologie en enseignement supérieur, je regarde la complexité par rapport à la persistance avec les TI décentralisés ainsi que la complexité. La complexité, c'est l'ennemi de la sécurité. D'un côté, j'ai un environnement hétérogène à cause des principes de liberté universitaire et académique et des besoins particuliers de recherche. J'ai des personnes qui se fâchent lorsque j'essaie de normaliser des processus, comme on le voit dans d'autres industries. D'un autre côté, il y a des personnes qui s'attendent à un service uniforme et cohérent. Pour la sécurité, on veut que les choses fonctionnent de façon fiable et prévisible. Cet environnement ne fait pas en sorte que ce soit toujours possible. La vie d'un chef d'informatique et du service informatique est de trouver l'équilibre entre les deux. Je parle à tous les fournisseurs de services. Il faut comprendre la complexité et faire en sorte que nous avons des produits et des services qui peuvent composer avec la complexité et la diversité. Dans l'université, il faut créer des environnements où il y aura un risque résiduel, que les choses ne fonctionnent pas comme prévu. Ce n'est pas nécessairement ce qu'on va voir lorsqu'on met en place des mesures générales de sécurité qui
touche des choses à l'extérieur du contrôle des TI. Un autre aspect unique à l'enseignement supérieur, nous ne sommes pas seulement le secteur de recherche et d'éducation. Nous avons plusieurs éléments transversaux des industries. Nous pouvons avoir l'industrie hospitalière, les arts, l'événementiel, etc. Il y a des fonctions très spécialisées pour appuyer la mission de recherche et les bibliothèques. Nous avons des choses curieuses sur les campus, les centrales électriques, les systèmes de contrôle intelligents. Nous avons une diversité de choses à gérer. À mon avis, tout cela signifie qu'un grand nombre de connexions et de relations avec des gens ayant la responsabilité de gérer ces éléments et les couches de gouvernance universitaire qui viennent se superposer là-dessus. On peut prendre un point de vue négatif et dire que ça crée plusieurs relations entre intervenants, des personnes qui doivent convaincre d'autres personnes pour l'appui. Vous pouvez voir vos collègues comme des alliés potentiels. Certains collègues peuvent devenir des catalyseurs et des champions du changement et de l'amélioration. Je dois regarder les choses de cette perspective plus positive et trouver du soutien pour ce modèle. Dans les présentations au cours des derniers jours, on a parlé de l'importance de convaincre les hauts placés dans l'organisation. Je suis tout à fait d'accord. Je suis vraiment chanceuse d'avoir un président, un chef de l'exécutif qui sont conscients de la cybersécurité. Cependant, je ne pense pas que je suis seul à penser que l'enseignement supérieur est un environnement forcément hiérarchique. Un collègue m'a dit, dans notre monde, 99 contre 1 peut être un match nul. Ce que j'ai appris dans le processus, c'est que les personnes vont résister, vont essayer de ralentir la mise en place de mesures de cybersécurité à cause d'une crainte. La crainte de perdre le contrôle, de perdre le statut et la crainte qu'un système spécial ne fonctionne pas. J'ai pris une approche avec un atout. Je n'ai pas été chercher une grande firme technologique pour écrire un rapport et justifier le changement. Pour les choses les plus complexes auxquelles je m'attarde, j'utilise une approche de RH et des chefs d'équipe qui n'ont pas des outils de cybersécurité, mais plutôt des outils de gestion de conflits. Nous avons différents modèles mentaux pour nous attaquer aux changements complexes, pour venir à ce que Racha a mentionné, les aspects communs, de pouvoir prendre en compte l'engagement des intervenants afin de gérer ces négociations. La bonne nouvelle, c'est que je suis bien appuyé par une très belle communauté de d'autres chefs de l'informatique. Avec l'appui de mes collègues sur l'échelle nationale, je peux mettre d'avant des beaux exemples, des bonnes pratiques et j'essaie de mettre ceci en lumière. Ça me donne du carburant quant aux choses qu'il faut faire progresser. Fantastique, Wendy. Je pensais à la complexité des choses avec lesquelles vous composez. Quand on pense au contexte de gestion des relations avec les intervenants, vous devez composer avec différents établissements de la province. Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent? On ne peut pas s'attaquer à tout en même temps. Est-ce qu'il y a quelques éléments prioritaires où il faudrait vraiment mettre une plus grande emphase? Bonne question. J'espère que mon audio va rester correct cette fois-ci. Notre rôle est d'aller chercher une contribution participative pour trouver des opportunités et de comprendre les plus grands défis. Je vous répondrai, c'est les gens, les gens, les gens ou les gens et l'argent. C'est souvent le bémol dans ce qu'on peut réaliser ailleurs. Il y a une inquiétude légitime quant à l'accès aux experts. Ce n'est pas seulement l'accès à ce moment dans le temps, mais aussi l'accès à long terme, quand nous pensons à la rétention et la capacité de surmonter ces difficultés
possibilité à long terme de pouvoir prendre les initiatives offertes dans le programme des initiatives en cybersécurité. J'ai un plus petit établissement dans mon paysage avec toutes sortes d'opportunités qui se présentent. L'établissement vient me voir pour me dire: Barbara, je n'ai pas le temps ni l'énergie pour pouvoir mettre ça en place, ou je n'ai pas les ressources pour participer à ce programme, ou je ne peux pas utiliser cette initiative à bon escient parce que je n'ai personne dans l'équipe pour le faire. Je suis responsable, mais j'ai d'autres priorités que la cybersécurité dans mon établissement. C'est une vraie inquiétude pour certaines organisations. Lorsqu'on regarde les grandes organisations, elles ont les mêmes inquiétudes, mais à une autre échelle. Il y a peut-être d'autres choses auxquelles il faut s'attaquer. C'est peut-être un peu plus complexe. Donc, comment régler le problème lié aux gens aujourd'hui et comment on règle le problème de recrutement, de rétention et de stabilité de service dans l'avenir? Nous allons devoir devenir créatifs pour résoudre ces enjeux ensemble. Quels sont les talents nécessaires pour appuyer le travail? Est-ce qu'il y a des opportunités d'apprentissage intégré ou des possibilités de stage avec les établissements postsecondaires, membres du réseau ARN-RE? Nous savons que certaines personnes ne vont pas toujours rester parmi nous, mais pour le temps qu'elles passent avec nous, nous espérons pouvoir avoir des nouvelles idées sur la façon de surmonter les difficultés ensemble. On ne sait jamais ce qui peut sortir du système. Il faut vraiment utiliser cette possibilité à bon escient afin de résoudre l'enjeu. Quand nous pensons aux compressions budgétaires, parfois, il faut changer les priorités, établissement par établissement, partenaire RNRE par partenaire RNRE avec les cycles budgétaires d'un an plus, mais il faut penser aux bénéfices à long terme. Dans la communauté, j'entends parler de la volonté de simplifier la confusion dans le paysage. Pour l'établissement qui regarde toutes les menaces, comment établir des priorités? Comment savoir où aller pour de l'aide? Nous voulons utiliser les relations avec les partenaires et les partenariats afin de faire circuler l'information de la bonne façon. Certains établissements peuvent être débordés, mais j'essaie de voir comment s'attaquer aux priorités. Nous avons lancé le service d'évaluation que nous voulons défendre comme RNRE. Nous encourageons les établissements de prendre cette orientation. Nous parlons des opportunités et des lacunes en cybersécurité. Nous comprenons les besoins de la communauté pour s'attaquer aux défis afin de regarder les investissements prioritaires dans le système. C'est un point stratégique que nous avons devant nous à portée de main, sur lequel nous pouvons travailler comme communauté pour faire avancer les opportunités de l'avenir et nous mettre sur la voie pour résoudre les plus grandes lacunes auxquelles nous sommes confrontés. Excellent. Vous parlez de ce fossé de talent, cet enjeu lié aux gens, aux gens, aux gens. Wency, que croyez-vous que nous pouvons faire? Nous en avons parlé durant le premier jour du sommet avec Charles Finney et le conférencier israélien qui ont parlé des enjeux de talent et des compétitions de piratage. Est-ce qu'il y a des choses que nous pouvons faire de façon plus innovante afin de pouvoir combler ce fossé des talents? Nous avons non seulement un fossé des talents, c'est une crise des talents. Pour les recruteurs, c'est difficile. J'ai le plaisir d'être dans un marché immobilier qui a explosé. Si nous regardons les salaires et un marché du travail hanté. Donc, je dois mener des concours pour différents postes de gestion en cybersécurité. Malgré ces difficultés, nous avons pu créer une bonne équipe en cybersécurité. C'est la meilleure équipe en cybersécurité avec laquelle j'ai travaillé au cours de ma carrière. Nous avons commencé avec un gestionnaire et des analystes
4 analystes et nous avons maintenant 8 personnes très fuitées menées par notre directeur. Notre réussite est passée de la promotion stratégique à l'interne. Nous avons trouvé des personnes, nous avons fait progresser et nous avons perfectionné nos gens en interne. Nous essayons de créer une formation de croissance verticale pour les membres d'équipe. Si nous voulons régler le fossé des talents dans l'ensemble du secteur, nous allons devoir faire bouger l'aiguille sur 2 choses. Premièrement, sur le leadership et deuxièmement, sur la diversité, l'équité, la diversité et l'inclusion. Le leadership, c'est très important. C'est la chose que nous pouvons contrôler. Nous n'allons pas toujours maîtriser les échelles salariales, mais en tant que chef d'informatique, je peux être la meilleure directrice possible et je peux créer le meilleur environnement pour une équipe de sécurité. Donc, je peux plaidoyer pour des ressources ou pour défaire des barrières, établir des personnes ensemble avec une raison d'être et de rassembler des personnes qui ont le sentiment d'appartenir à une communauté. Il y a quelque chose de très simple. Il faut que les bottines suivent les babines. Si la sécurité est importante, il faut le démontrer. Rien ne peut frustrer les personnes plus que l'hypocrisie et l'incohérence. Les personnes vont partir parce qu'elles vont avoir d'autres options. Il faut donner des aspirations, des ressources pour les réaliser, et ainsi vous allez garder vos gens. Je voulais aussi parler d'équité, diversité et d'inclusion. J'ai bien aimé la présentation de Charles Finney qui parlait du catalyseur. J'aime l'idée d'avoir des femmes d'origine racialisée qui ne rentrent pas dans la culture typique des TI et de suivre des formations, d'obtenir des postes bien payants en cybersécurité. Je n'ai pas besoin de trop élaborer devant l'auditoire ici qu'il faut mettre plus d'emphase sur la diversité pour augmenter le bassin de candidats pour le nombre croissant de postes vacants dans le secteur. Je dois vous dire qu'il faut faire attention. Jamais penser que ces candidats diversifiés sont moins compétents ou qu'il faut baisser les normes pour les inclure. Il y a des personnes très compétentes qui s'éliminent elles-mêmes des opportunités parce qu'elles ne se voient pas comme invité ou inclus. Ça, c'est la partie de l'inclusion dans l'EDI. En tant que leader, il faut faire de la place pour les gens issus de la diversité. Je suis ici comme chef de l'informatique. Tim a aussi mentionné que je suis présidente du conseil d'administration du CUCCIO, le CUCCIO. Beau était le vice-président du CUCCIO il y a quelques années. Il a demandé si je voulais le remplacer comme vice-présidente, ce qui m'a permis de pouvoir prendre le rôle de président cette année. Sans son soutien, je ne me serais pas vu dans ce rôle ou pensé que c'était possible. Et c'est un résultat direct de mon expérience et de ce que j'ai vécu en grandissant. J'ai un message où il y a des personnes, tout comme moi, qui peuvent bénéficier d'une bonne tape dans le dos. Et entre-temps, je vous remercie tous de votre soutien. Très bien, Wendy. Nous commençons à manquer de temps. J'ai parlé au panel d'avance pour voir si c'était possible de les rencontrer dans le salon 12 sur la cybersécurité, tout de suite après le panel, parce que nous devons passer à la pause. C'est une très bonne discussion. Nous avons d'autres questions dans le fil de discussion sur le rôle du chef ou de la chef d'informatique. Ce serait intéressant d'explorer ce rôle d'application. Et quand Rachel a mentionné que le Centre canadien pour la cybersécurité n'est pas la police, j'aimerais bien entendre la suite de la discussion. J'aimerais remercier tout le monde pour votre temps. Je m'excuse que nous avons débordé d'1 minute. Nous allons maintenant passer à la pause et nous allons reprendre à 15 heures. Merci tout le monde.